Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, il est 18h passé de quelques secondes. Bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Bonsoir à nos invités. Bonsoir Rada Hamrouche. Vous êtes directrice de la publication du Huffington Post Algérie. Bonsoir Ihsan Qadi. Bonsoir. Mazen Abbal, bonsoir. Journaliste Al-Watan. Tariq Hafid, bonsoir. Habitué du CPP. Donc la question... d'abord, première question, comment ça s'est passé la semaine dernière, Ihsan? Il faut poser la question aux auditeurs. Vos talents de présentateur du CPP, ça s'est bien passé. Il faut juste que je vous précise que le CPP, c'est pas l'invité du direct. Hein. C'est pour qu'on soit... On a parlé un peu en arabe grâce à Ahmed El-Ayash. Très bien. Donc ça s'est bien passé la semaine dernière. Absolument. Vous avez deux images de la semaine parce que vous avez oublié l'image de la semaine dernière. Non, j'en ai une seule. La semaine dernière, je voulais le dire, mais je peux le dire cette semaine. Complètement indigné par cette instruction du ministère des Transports transmise au Wilaya. C'est nous qui avions sorti l'information d'ailleurs le jour du CPP, mercredi dernier, instruisant les transporteurs de ne pas laisser dans leurs véhicules les migrants non illégaux. Donc voilà, comment un transporteur peut savoir qu'un migrant est illégal? Il va lui demander ses papiers, c'est une chasse aux faciès. Et ça reste d'actualité parce qu'aujourd'hui, Léla Berato nous a tweeté quelque chose. Une de ses amies a été vidée d'un taxi, donc une subsaharienne, sous le régime de cette instruction. On ne transporte pas des migrants supposés être illégaux. C'est de l'apartheid et c'est signé gouvernement Ahmed Ouyahia. Il faut préciser que cette note aurait été retirée notamment par la direction de la wilaya de Mostaganem qui a aussi présenté ses excuses après avoir retiré cette note. Rada Hamrouche, premier CPP, j'espère pas le dernier, j'espère que vous ne ferez pas un coup à la Abtcherf, parce qu'il a fait une seule fois. C'est très probable. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Alors moi je reste sur le référendum de la Catalogne, ou le non-référendum de la Catalogne. Et on en parlera tout au long de la première partie. Mais Zain Abban, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? La répression qu'ont subi les Catalans en Espagne. La violence de la répression policière. Ouais. Tariq Hafid, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est une dépêche de l'APS. C'est le ministre de la Communication qui rencontre les journalistes. Oui, alors il a rencontré, des journalistes, les représentants des journalistes, donc le SNJ, de Kamel Amarni, et alors... la FNJA. Donc la FNJA... C'est la fédération? C'est la Fédération nationale des journalistes algériens. Qui dépend de l'UGTA? Non, pas du tout. Dans les deux membres qui ont rencontré le ministre, c'est une fédération qui est en cours de constitution. Donc le ministre a rencontré les représentants d'une organisation qui n'existe pas encore, mais c'est bien. Oui. Ça nous change de graine, voilà. Au moins, c'est un premier contact avec les journalistes. On commence donc la première partie de ce Café Presse Politique pour parler du cas de l'autodétermination. Pourquoi nous avons décidé d'en parler? Parce qu'il y a un concours de circonstances. Il y a eu un référendum au Kurdistan où 92% des Kurdes ont décidé de la création d'un État indépendant. Il y a ce qui se passe en Catalogne avec le référendum qui a été contesté officiellement par le gouvernement espagnol. Nous parlerons évidemment d'un cas d'école puisque ça nous concerne un petit peu, c'est le Sahara occidental. Comment expliquer aujourd'hui, selon vous, cette pousser cette volonté d'émancipation avec ces référendums d'autodétermination qui se déroulent un peu partout dans le monde et surtout près de nous? Peut-être l'affaiblissement des États-nations. Dans le cas kurde, pour chronologiquement commencer par le Kurdistan, c'est évident. L'État irakien a été affaibli par l'invasion américaine. Il est passé au régime fédéraliste. On a donné une large autonomie au Kurdistan. Et puis les événements s'enchaînant, la montée de cette revendication nationalitaire très très vieille. Les Kurdes, c'est une nation sans État. Le peuple kurde est éclaté sur 4 pays.
Voilà, ça aurait pu ne pas arriver à cette extrémité-là, on va voir comment ça va évoluer, mais l'affaiblissement de l'État-nation, c'est une des premières raisons. L'autre raison, ce serait l'émergence de grands ensembles comme l'Union européenne qui peut offrir un espace d'accueil alternatif. Les Écossais, en voulant quitter la Grande-Bretagne, ils savent qu'ils peuvent aller dans l'Union européenne. Les Catalans, pareil, ils en ont fait d'ailleurs la demande. Donc, la possibilité d'aller dans un espace intermédiaire qui offre les mêmes garanties institutionnelles et démocratiques de l'état de droit que celles de l'état-nation d'origine est aussi un argument qui pousse à la sécession, à la séparation. Maintenant, dans chaque cas, il y a des mécanismes propres à chaque pays. Le fait est que nous sommes interpellés aujourd'hui par cette poussée. Le cas de la Catalogne nous interpelle tout particulièrement parce que ça vient de se produire, parce qu'il y a eu des images qui avaient beaucoup choqué, celle de la répression, même si le roi d'Espagne, qui a pris la parole hier pour la première fois, 4 jours après le référendum, a plutôt dénoncé cette consultation référendaire que abordaient par exemple les cas de violence commis par la police. Comment expliquer aujourd'hui le cas catalan, la Catalogne, Rada Hamrouche, qui a pourtant accepté il y a plusieurs années d'avoir une autonomie très importante? En fait, la Catalogne, c'est un cas très particulier. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Catalans sont opprimés. C'est pour ça qu'ils revendiquent leur indépendance. Parce que les gens qui vont en Espagne savent que la Catalogne, c'est la région la plus prospère d'Espagne. Ils bénéficient d'une large autonomie. 20% du PIB. Ouais. Et une large autonomie au point où la seule chose qui n'est pas de leur ressort, c'est vraiment le trésor. Et la police, apparemment? Non. Eh bien, los Mossos, ce qu'on appelle los Mossos de la Squadra, c'est parce qu'ils ont refusé d'appliquer la loi quand intervenu la Policia Nacional et la Guardia Civile. Et donc, c'est... si vous voulez, en Espagne, la gestion des affaires sécuritaires internes sont gérées par les régions autonomes. C'est quand celles-ci demandent l'appui de l'État central qu'ils interviennent. Tant qu'ils ne demandent pas et tant qu'ils ne sont pas défaillants, elle revient, dans le cas catalan, à los Mossos. Et d'ailleurs, c'est le chef de cette institution catalane de sécurité qui est aujourd'hui poursuivi en justice pour avoir laissé les choses se dégrader, quoi. Alors, M. Adban, vous avez parlé de la violence de la police en Espagne, mais est-ce que le référendum en lui-même n'est pas aussi une violence contre la loi, puisqu'il a été déclaré illégal par l'État espagnol? Alors, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé en Espagne, mais malheureusement, nous n'avons pas le choix en termes de langue, parce que nous ne pouvons suivre que les débats qui en langue française. Et donc, généralement, les Français... Par en langue française. Oui, malheureusement, parce que, d'une manière générale, j'ai compris que les Français, de toute tendance, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Espagne, ne sont pas d'accord avec l'indépendance de la région catalane. Mais moi, de ce que j'ai compris que les Catalans se disent qu'ils sont les fondateurs de l'Espagne. Donc, ils se sont toujours sentis comme étant un État. Et donc, ils se disent aujourd'hui qu'ils sont un État dans un État. Il y a une conscience collective, une histoire commune, une langue, une culture, des traditions communes qu'ils ne partagent pas forcément avec d'autres. Il y a toujours ce sentiment d'indépendance. Et moi, je pense que l'indépendance de la région catalane sera une évidence aujourd'hui ou demain. L'Espagne essaie de temporiser. Moi, je pars du principe pour dire que tout est le produit de l'humain. Cette région du monde aurait pu être homogène, mais malheureusement, l'histoire même de la région a fait que ces poches de résistance, ces poches de... Comment dirais-je ? Ces consciences collectives ont resté les mêmes et n'ont pas pu évoluer. Donc, ce qui s'est passé, malheureusement, il nous montre un peu que les régimes ne sont pas aussi différents que ce soit le nôtre ou celui de France, parce que nous avons vu aussi, par exemple, le mouvement Les Nuits debout, comment il était réprimé, ce qui s'est passé en Espagne, en Angleterre, il y a un moment donné, donc dans le nord, dans la région du monde arabe ou le Maghreb, c'est les mêmes quand il s'agit de défendre certains intérêts. Donc... Tarek Hafed, indépendance inéluctable, vous le pensez aussi, pour ce qui est le cas de la Catalogne, par exemple? Sincèrement, je ne sais pas, je doute un peu. C'est vrai que les Français sont contre, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Catalogne, c'est aussi la France.
c'est le sud de la France, c'est les Pyrénées, c'est les Pyrénées-Orientales, donc c'est... Moi, je pense que les urnes ont été fabriquées en Chine et ont été acheminées à la région de Lena, qui est une région de la Catalogne française. C'est à partir de là qu'elles sont entrées par route en Espagne. Et donc, moi, je pense que c'est un positionnement politique parce que, parce que la France aussi risque la même chose. Parce qu'il y a aussi notamment dans le Nord, les Bretons, les Basques. D'ailleurs, il y a actuellement un mouvement dans la région basque, mais qui est boycotté par les médias français. Donc, on n'en a pas entendu parler. Donc, s'ils encouragent, ou si, du moins, ils manifestent une certaine compassion, je sais pas, un certain intérêt pour la région, un positionnement peut-être en faveur de la région, ça encouragera aussi les mouvements autonomistes ou indépendantistes en France. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Pour être logique, quand on organise un référendum, ça veut dire qu'on a accepté l'application de la loi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut obtenir quelque chose d'une façon démocratique. D'une façon démocratique, à la base, ce référendum est considéré comme étant illégal. Donc, pourquoi aller plus loin ? C'est totalement illogique. Après, il y a un autre choix. Il y a le choix de la force. Je ne pense pas que ce soit le cas de l'Espagne, parce que dans la constitution de l'Espagne, on reconnaît ce qu'on appelle les nationalités des régions. Oui, mais on ne reconnaît pas l'indépendance ou la possibilité d'organiser un référendum pour obtenir son indépendance. Mais on reconnaît l'existence de nationalité en Espagne. Comment ? Donc c'est l'argument qui a été utilisé, notamment par les indépendantistes, pour revendiquer un autre référendum. Comment avez-vous interprété notamment l'intervention du roi du Maroc hier, du roi d'Espagne, excusez-moi, Felipe VI, qui a vraiment dénoncé ce référendum, pas un mot sur les violences de la police. Est-ce que l'État central aujourd'hui est déterminé réellement à empêcher toute indépendance de la Catalogne, selon vous ? L'article 2 de la Constitution espagnole est clair. Les régions sont autonomes par la force de la loi. Et aucune région ne peut se revendiquer indépendante au nom de cette même loi et de ce même article. Donc, il n'est pas question d'indépendance pour aucune des régions. Et c'est justement, c'est la base de l'article 2 de la Constitution espagnole que l'Espagne, je veux dire la Catalogne, ne peut pas être indépendante selon le droit international. Parce que, sauf si l'État espagnol lui concède cette indépendance. Voilà. Je ne suis pas d'accord sur la question. Attends, il y a une deuxième. Parce que quand on parle de droit international, il y a aussi le droit à l'autodétermination des peuples. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On n'est pas sur la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose ? Donc, on revient sur l'article 155 de la même constitution espagnole qui, en cas de danger, on peut suspendre l'autonomie. Et donc, si les Catalans vont vers l'affrontement et maintiennent, parce qu'ils affirment qu'ils vont faire la déclaration d'indépendance dans 48 heures ou le début de la semaine prochaine. Donc, s'ils maintiennent cela, l'État espagnol central peut suspendre l'autonomie de la Catalogne. Et le président du gouvernement catalan doit intervenir ce soir à 20h pour faire une annonce importante. Exactement. Ça peut peut-être aller dans ce sens. Pour vous, Méziane, c'est un cas d'autodétermination des peuples aujourd'hui, ou même s'il y a une loi, une constitution en vigueur qui ne parle pas de ça du tout ? Parce que quand on parle de la loi espagnole, bien sûr que la question d'autodétermination est considérée il ne peut être considéré autrement. Il est considéré comme étant illégal. Mais ça, c'est normal, parce que c'est un État qui ne défend pas ses intérêts. C'est comme si en Algérie, la région du Sud revendique son autonomie. C'est l'Algérie qui sera dans l'impasse. Et c'est normal. Donc moi, je comprends la position espagnole. Mais la question de l'autodétermination des peuples est un droit aussi international. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est une chose normale. Après, tout est politique, et c'est évident, et c'est normal que l'Espagne reconnaît l'inégalité du processus, et c'est tout. Yassine, alors ces régions ont une autonomie, on comprend que d'après eux, à un certain moment, plusieurs années après, cette autonomie ne suffit pas, on veut absolument aller vers l'indépendance. Est-ce que c'est le cas de la Catalogne aujourd'hui ? Parce que même en étant autonome, la Catalogne décide d'elle-même, elle possède 20% du PIB de l'Espagne. Pourquoi l'indépendance au lieu de l'autonomie pour cette région ? Je pense qu'il y a des trajectoires qui sont propres aux 30-40 dernières années. Chaque cas est différent. Dans le cas de la Catalogne, par exemple,
Nous, Algériens, on est très, très attachés au principe d'autodétermination. Il faut toujours rappeler aux plus jeunes d'entre nous que l'Algérie est née par un vote le 1er juillet 1962 pour ou contre l'indépendance. On a voté oui. 97%. La puissance coloniale était obligée de nous poser la question parce qu'on avait exprimé le vœu d'être indépendant. Donc, on est très attaché à ce principe. C'est un principe qui, quand même, au niveau du droit international, a beaucoup fonctionné dans des relations de domination coloniale. C'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Il est lié à la domination coloniale. On doit, à un moment donné, poser la question à un peuple qui a été dominé, s'il veut rester sous cette domination et être annexé à la métropole, entre guillemets, ou prendre son indépendance. Par extension, on s'est mis à l'utiliser dans des situations où il y a des pays constitués depuis longtemps et où on peut aujourd'hui faire référence à ce droit à l'autodétermination pour se séparer. En fait, on est dans un cas un peu différent. Dans le cas de la Catalogne, moi... c'est quand même assez spectaculaire de noter. La Catalogne, pour moi, c'est très sympathique pour moi parce que c'est la région d'Espagne qui était de gauche, qui a lutté contre le putsch, le pronunciamiento de Franco en 1936 et qui a subi donc l'occupation en 1938 et qui est républicaine contre la monarchie ayant marché avec le fascisme franquiste. Donc, capital de sympathie très important. L'autonomie, la recherche d'autonomie, c'est toujours quelque chose qu'on a regardé, enfin en tous les cas moi, à partir d'Alger, comme quelque chose de sympathique. Ça a changé ces dernières années. Ça a changé parce que l'Espagne s'est démocratisée. Ce n'est plus le rapport de domination qu'il y a pu y avoir avant. Il faut quand même tenir compte de ce rapport de domination était aussi culturel. Hein. Il était interdit de parler et d'enseigner le catalan pendant les années franquistes. Et il y a quand même un legs qui explique pourquoi aujourd'hui la fracture est aussi nette. Les années de démocratie n'ont pas permis de rétablir complètement cette situation. Et puis, il est monté un courant, de mon point de vue, dans la société catalane, relativement égoïste, parce que la Catalogne est plus prospère et plus riche, qui veut se séparer de, par exemple, l'Andalousie, qui est supposée être un boulet, une sorte de Maroc bis, qui est du mauvais côté de la Méditerranée. Et on veut vivre entre nous. C'est comme la Ligue du Nord vis-à-vis du Sud en Italie, qui veut se séparer parce qu'elle considère qu'elle reverse au budget de l'État italien alors que le Sud ne reverse pas suffisamment. Donc voilà, il y a cette motivation, elle est plus détestable. Oui, au fait, en Espagne, les deux régions qui échappent à payer les impôts à l'État central, c'est la région de Navarra et le Pays Basque. C'est les deux régions qui sont autonomes, même en question du trésor. Les autres, après la crise espagnole, on leur a demandé des coupes budgétaires. Et ils étaient obligés à chaque fois de faire des coupes budgétaires pour renflouer les caisses de l'État espagnol. Et les Catalans estiment qu'ils ont, surtout sur la santé, ils ont dû faire beaucoup de coupes budgétaires sur la santé et ils ont commencé à dire on ne paye pas pour le reste de l'Espagne. Nous sommes une région prospère, nous produisons des richesses, on ne veut pas payer pour les autres. Bon, selon certains analystes espagnols, sur les plateaux de télévision, ils disent que le gouvernement catalan fait du chantage à l'État central pour avoir plus d'indépendance pour avoir la même indépendance que le Pays Basque sur la question du trésor public. D'ailleurs, on dit c'est une question de riches. Voilà. Tout revient à l'argent. Hein. Et d'ailleurs, le risque en Espagne, c'est que ça peut commencer par la région catalane et ça peut finir par les 17 États. C'est ce que disent. États autonomes. Attends, ce que disent les gens. Parce qu'on leur a fait bondir la carte il y a 500 ans. Avant 500 ans, la Catalogne ne faisait pas partie de l'Espagne. Ils leur ont dit pourquoi vous vous arrêtez à 500 ans. Il faut remonter plus loin. Vous allez partir sur la domination arabe et la Catalogne faisait partie de l'Espagne. Et donc on partait sur un débat très fou. Et donc pour revenir, on revient au droit international. Le droit international, c'est celui qu'on a accepté. On a accepté des constitutions, on a accepté des règles. Malheureusement, je veux dire, c'est pas nous qui les avons choisis, surtout nous, les peuples du Sud. On n'a pas choisi ce genre de règles, mais nous avons tout intérêt à les défendre parce que c'est celles qui nous protègent des hégémonies. Voilà. Il n'y a pas que... Je pense qu'on a oublié aussi un point très important, c'est la montée de droite et la montée du sentiment nationaliste en Europe et tout, qui peut jouer aussi un facteur dans la région. Khaled, oui, juste pour rappeler le droit à l'autodétermination des peuples, l'article 2 de la Charte des Nations Unies garantit aussi l'intégrité territoriale des États.
Donc, c'est pour ça que je lui ai dit. c'est très important de... C'est exactement l'argument que les Marocains, qui manque aux Marocains quand ils disent on n'est pas devant un cas, on n'est pas devant le cas classique d'autodétermination. Le Sahara occidental n'a jamais fait partie du Maroc. Exactement. Voilà, donc voilà. Non, parce que aussi il y a l'article de les frontières héritées de la colonisation. Absolument. Oui, Et donc à partir de là, Justement, je pense que ce point aussi a été aussi utilisé par les Catalans pour dire, ils ont osé dire quand même qu'ils sont sous colonisation de l'Espagne. Hein. Oui, c'est ce que les Catalans. D'ailleurs, ces mêmes Catalans publient depuis 48 heures cette photo très parlante, celle de Franco avec Juan Carlos et Felipe qui était tout jeune, pour dire que c'est un peu la même chose, une manière de discréditer un peu la famille royale. Juste pour l'information, pour être sur la Catalogne, c'est pas tous les Catalans qui veulent l'indépendance. Il faut le dire que le sondage fait par le gouvernement catalan sous ce Puigdemont, à mon avis, Carles Puigdemont, en juillet, il avait fait un sondage pour voir où en est la question de l'indépendance. Bon, il faut rappeler quand même que des 42% de la population catalane qui a participé au vote, 90% ont voté oui. Ouais, on parle oui, moi je parle du sondage qui a été fait avant ce branle-bas de combat. On peut penser que ceux qui ont voté étaient favorables. Ils ont dit 49% étaient contre et 42% sont pour. D'autres gens disent, on croit qu'on a oublié ce qu'était l'Espagne, les 3 ans de guerre civile et les 40 ans de dictature. Les Espagnols gagneraient à réfléchir beaucoup. Qui gagnerait quoi et qui perdrait quoi. Moi, je pense qu'il y a une seule manière de le savoir, c'est laisser les gens voter. Alors, on va parler d'un autre cas là où les gens ont vraiment voté, c'est le Kurdistan, puisque le référendum a vraiment eu lieu là-bas, dans le Kurdistan irakien donc. Et là, le chiffre est sans appel, plus de 90% de oui. Est-ce que aussi ce cas du Kurdistan ne va pas donner des idées aux Kurdes des autres pays, notamment en Irak, en Turquie, en Syrie et en Turquie, pour pouvoir s'émanciper. Est-ce que c'est un bon exemple que donne aujourd'hui le Kurdistan en ayant choisi ce référendum d'autodétermination? Alors, si je peux commencer, je pense que le cas des Kurdes et de l'Iran et celui des Catalans et de l'Espagne est différent. L'Espagne est quand même une démocratie, ce qui n'est pas le cas de l'Irak. Ce qui a peut-être anticipé un peu l'indépendance de la région kurde et la situation que vit l'Irak. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que là où il y a des poches, il y a des populations qui veulent un peu soit aller vers l'autonomie et l'indépendance, si ces régions vivent la même situation de l'Irak, c'est ce qui est le cas de l'Algérie, on aura aussi des États autonomes et indépendants peut-être. Comment ça l'Algérie vit le cas de l'Irak? Je ne sais pas, je me projette dans le cas où. C'est-à-dire un chaos, ça veut dire que c'est l'instabilité de l'Irak qui a donné le Kurdistan qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de l'Espagne, parce que l'Espagne est une démocratie, il vit une stabilité quelque part. Sauf que depuis l'invasion de l'Irak par les États-Unis, le Kurdistan était une région autonome. Et que la région autonome avait toute la législation, elle était aussi une région très prospère. Et elle l'est toujours, parce que les Irakiens du Sud émigrent vers le Kurdistan pour être plus riches, pour bénéficier de plus de sécurité, importante réserve de pétrole. Voilà. Aussi, bien sûr. Il y a toujours l'aspect économique. Donc le Kurdistan a tout à gagner. Donc le Kurdistan a tout à gagner à devenir indépendant, mais c'est pas la même chose pour l'Irak. C'est pas jouable. C'est pas jouable parce que les puissants voisins, la Turquie en tête, ne sont pas d'accord et vont organiser un embargo. Ils l'ont déjà engagé. L'Iran risque d'en prendre le chemin, sans parler des représailles de Bagdad. Donc, il se dit que c'est une négociation que Barzaghi a voulu créer, un rapport de force avec les États de la région pour obtenir, encore une fois, plus d'autonomie, une redistribution des ressources qui lui soit plus favorable. Mais de là à penser que ça puisse déboucher sur un État reconnu, il y a des difficultés à l'imaginer dans le contexte des rapports de force actuels. Le cas kurde, les enseignements du cas kurde. Je pense que justement, d'ailleurs, on a vu la rencontre historique entre la Turquie, Erdogan et Rouhani. Donc, ce qui explique un peu le sentiment qu'ont un peu ces pays voisins
voisin à l'Irak. Ça peut-être c'est une possibilité aussi de voir un peu les Kurdes de l'Iran, de la Turquie, de la Syrie un peu, bouger aussi de leur côté pour essayer de rejoindre les Kurdes. Donc on peut aussi avoir une instabilité dans les pays voisins. Mais ce que je crains le plus, c'est que si ça commence avec un peu un sentiment des indépendances un peu basées sur le sentiment culturel, identitaire et même parfois racial, on peut aussi déboucher sur des indépendances à tendance religieuse. Parce qu'on a des pays, par exemple, comme le Liban, où il y a un problème entre chiites et musulmans, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, si la situation persiste, on n'aura pas aussi des pays de ce genre, en tout cas, qui ne vont pas différer de la composante régionale, parce que la plupart des pays de cette région sont aussi fondés sur des bases religieuses, y compris Israël. Alors, la même donne existe aussi, on peut la citer, en Belgique, en Italie, l'Écosse avec la Grande-Bretagne et la sortie du Brexit. Est-ce qu'on n'est pas face à un égoïsme politique aujourd'hui ou régionaliste de ces régions qui, étant régions riches, veulent absolument se détacher du pays pour garder leurs richesses et ne contribuent pas donc à la prospérité du pays, comme par exemple le cas de la Ligue du Nord qui veut que la Lombardie se détache de l'Italie. Est-ce que l'autodétermination, par moment, n'est pas une forme d'égoïsme politique, selon vous, ou économique aussi? C'est en train de devenir dans certaines régions du monde. Tu as cité les bons cas, les Flamands par rapport aux Wallons, les Italiens du Nord par rapport à ceux du Sud. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Il faut rester attentif quand même aux volontés des peuples. Le Sud-Soudan n'était pas plus riche que le reste du Soudan. C'est plus une base religieuse, pas musulmane, voilà, ethnique bien sûr. Donc il faut rester attentif. Il y a encore des peuples aujourd'hui qui le Sahara occidental, c'est une question différente parce qu'on est dans un cas de processus de décolonisation qui n'a pas été à son terme. Le principe reste opérant. Un peuple qui n'a pas pu choisir sous quel régime politique vivre, dans quelles frontières vivre et sous quel état vivre, doit avoir la possibilité d'exprimer ce choix. Bon, après, les Marocains ont accepté à un moment donné ce vote d'autodétermination et puis ont choisi de ne pas le suivre. Donc il y a des cas où, à mon avis, il faut rester attentif à ces cas-là. Les cas où c'est l'égoïsme, pour répondre à ta question, c'est plus pour le propre de l'Europe et des pays riches. Moi, je voudrais souligner quand même une chose extraordinaire qui m'a frappée entre les deux référendums kurdes et catalans et kurdes, c'est que les Européens ont fait front commun, y compris les États-Unis. En fait, j'ai oublié la déclaration de Trump, front commun derrière l'Espagne. L'Espagne doit rester une et indivisible. État membre. Oui. Une européenne et OTAN. Attends. C'est pas le cas du Kurdistan. La même position par rapport aux Kurdes. C'est pas la même position. Les Américains le disent à demi-mot. D'ailleurs, c'est eux qui ont poussé vers parce que ça se passe dans le monde arabe. Et je me souviens qu'en 2002, le conseiller de Bush, si vous vous en souvenez, Karl Rove avait fait une déclaration à l'éditorialiste du Wall Street Journal. Il lui a dit mais attention, vous allez bousculer le droit international, vous avez bousculé les chartes des Nations Unies, c'est pas comme ça. Il lui a dit c'est pas ça la réalité du terrain. Il lui a dit, mais de quelle réalité du terrain vous parlez? Nous sommes un empire, nous créons les réalités. Et pendant que vous étudiez ces réalités, nous sommes en train de changer notre réalité. Et donc, il faut faire attention à ce genre de choses. On peut pas, c'est pour ça que je dis, on revient au droit international. On ne peut pas, nous, les peuples du Sud, accepter qu'ils changent les règles comme ils veulent. C'est eux qui ont créé le droit international, ils n'ont qu'à le respecter. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup parlé de la question on n'a pas beaucoup parlé de la question du Sahara. D'après vous, ce qui s'est passé au Kurdistan et en Espagne, est-ce que c'est plutôt favorable au Polisario ou est-ce que c'est plutôt favorable au Maroc sur le plan international, ces deux référendums? Il y a un rapport de force qui a conduit finalement au statu quo. Actuellement, c'est la situation. Il ne faut pas oublier quand même que l'autodétermination, le référendum d'autodétermination devait être organisé dès 91. Depuis, ça fait combien? 80, ça fait 26 ans, c'est ça? Voilà, il n'y a absolument rien du tout. Tout est bloqué. Est-ce que ça... Je ne pense pas
qu'il puisse y avoir de conséquences entre ce qui se passe au Kurdistan. Il y a volonté de tout bloquer de la part des États-Unis, surtout de Paris et de Madrid, pour tout ce qui touche au Sahara occidental. Si on devait chercher Oui, tu voulais finir. Si on voulait chercher un événement à l'international qui est sur le plan de la jurisprudence favorable au Sahara occidental, au Polisario, c'est Sao Tomé et Principe versus Sao Tomé et Principe versus Indonésie, l'Indonésie qui avait occupé. Le Timor aussi. Le Timor oriental. Non, c'est Timor que je voulais dire. Timor de l'Est. Pardon. C'est le Timor de l'Est. C'est le Timor de l'Est. C'est le cas le plus semblable. Et il y a eu autodétermination et le peuple de Timor de l'Est a choisi d'être indépendant. Donc, alors qu'on disait que l'Indonésie ne pourrait jamais survivre au départ du Timor et qu'on disait que l'Empire pourrait se détruire. Alors, on a dépassé le temps, mais il faut quand même aussi, on a parlé de l'incidence sur le Sahara occidental, mais quelle incidence est-ce que ces deux référendums importants peuvent-ils avoir sur l'Algérie, puisqu'il y a un mouvement qui n'est pas légal, qui n'est pas reconnu, c'est le mouvement de l'autonomie de la Kabylie. Est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'il peut renaître, est-ce qu'il peut exploiter ce qui s'est passé aujourd'hui autour de nous? On va pas lui donner quelques secondes quand même, le sujet pareil, parce que ça nous concerne. Oui, le présentateur s'est arrangé pour que ça soit le cas. Après la pause. Non, absolument pas. En tout cas, je vais y revenir après la pause. J'aimerais bien, en tout cas, expliquer certaines choses par rapport à ce projet. Et on se retrouve dans un tout petit moment pour le CPP. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec Rada Hamrouch, Ihsan Qadi, Meziane Abban et Tariq Hafid qui a pris la place de Akram Khalif exceptionnellement ce soir. Alors, on va encore parler dans cette deuxième partie de ces cas de référendum d'autodétermination avec notamment le cas, je le disais, du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, un mouvement non reconnu, non légal, mais qui active aujourd'hui en Algérie. Et ma question, c'était quelle incidence sur ce mouvement par rapport à ce qui se passe maintenant autour de nous. Méziane, vous vouliez répondre à la question. Vous avez exactement 15 secondes. 15 secondes. Pas plus. Alors ça, c'est un problème. Non, je plaisante. Allez-y. D'abord, moi, j'aimerais bien d'abord parler des débuts du mouvement. Pourquoi il y a eu un mouvement d'autonomie en Kabylie ? Pourquoi il y a eu la naissance de ce mouvement ? Moi, je pense que d'abord, ce qui expliquerait l'existence de ce mouvement, c'est d'abord l'histoire de l'Algérie post-indépendance. Donc nous avions eu, et nous l'avons aujourd'hui, je pense que c'est la même chose, un système qui a déconstruit tout ce qui a été construit pendant la Révolution. Donc c'est déconstruction de cette conscience nationale qui est née dans l'époque de la Révolution, des constructions de tout ce qui nous unissait comme valeur, des constructions de la culture, tout ça a fait que après tout il y a eu donc plusieurs décennies de dictature, il y a eu les années 90 donc disparition, il n'y a pas eu de construction ni politique, ni sociale, ni culturelle donc depuis des années. Après on a eu la décennie noire, après donc l'avortement du mouvement de 2001, donc tout ça a fait que tout ce système comment dirais-je, a vécu pendant l'existence d'une région qui a quand même, il faut le reconnaître, il y a une conscience collective dans cette région, donc il y a un parcours, un combat, et il se trouve que ce combat et les valeurs que partage cette région ne sont pas forcément celles que veut le pouvoir. Et donc c'est une région qui a toujours résisté et qui a été déçue à multiples reprises, qui a fait que après l'avortement du mouvement de 2001, il y a eu naissance du mouvement d'autonomie. Ça, c'est de un. De deux,
le sentiment de régionalisation ou l'autonomie d'une manière générale n'a pas été seulement revendiqué en Kabylie. Il y a eu aussi d'autres moments. Donc je peux parler aujourd'hui du mouvement des enfants du Sud, donc Harakat Abna al-Janoub, entre autres, qui est né de la rencontre de la plateforme du mouvement citoyen de l'Abiyasid Cheikh Al-Bayyad en 2001, donc en parallèle avec le mouvement des Arches. D'ailleurs, il y a eu des relations entre les deux mouvements. Et donc la rencontre de les militants de cette partie du sud-ouest de l'Algérie avec la plateforme de Ouargla à l'époque. Pourquoi je parle de cette période? Parce qu'elle est importante. Parce que la répression de cette région du sud de l'Algérie nous a donné qui? Nous a donné l'Amir Ben Chneb, qui est le deuxième homme qui a commis les attentats de Tigantourine. Donc ça, c'est important. Et je pense que parce que le mouvement d'autonomie de Kabylie a commencé d'abord par revendiquer l'autonomie. Il était un peu minime par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ce qui l'a renforcé, c'est justement cette propagande, la propagande du pouvoir, la propagande des certains médias dont je peux citer Nahar et Chourouk. Tout ça a renforcé le MAC. Donc le sentiment d'isolement l'a renforcé, la propagande qui a été entreprise contre lui l'a renforcé. Aujourd'hui, moi je dis que le contexte le permet tout simplement parce que c'est devenu un peu une tendance, toutes ces régions qui ont toujours lutté pour leur autonomie ou pour la reconnaissance de leur spécificité culturelle ou ethnique ou politique, ont trouvé un peu le moment de ressortir et de renouveler un peu leurs revendications. C'est le cas avec le MAC. D'ailleurs, Farhat Mahni a été aux États-Unis et a déposé le référendum pour l'autodétermination. C'est important. Est-ce qu'il y a une différence entre l'autonomie, l'autodétermination et l'indépendance? L'autodétermination, ça veut dire que donner le choix aux habitants de la région, au peuple, vous l'avez comme vous voulez, de choisir entre rester dans l'État jacobin ou choisir l'autonomie ou l'indépendance. Donc les trois. L'objectif du MAC, c'est l'autonomie ou l'indépendance? L'objectif du MAC... alors, il y a le MAC, il y a le GPK. Donc, déjà, ceux qui font la propagande, ils mélangent toujours les deux. Le MAC, qui est le mouvement d'autonomie de la Kabylie, est devenu mouvement d'autodétermination de la Kabylie après donc, l'évolution de la revendication. Le GPK, donc présidé auparavant par Baziz Chebib, que je salue d'ailleurs pour l'occasion, que je trouve un homme de valeur, un homme universel dans sa réflexion, et qui a été malheureusement évincé par Farhat Mahni il y a quelques mois, parce que tout simplement Farhat Mahni voulait lier le MAC à son organisation qui est le GPK. Le GPK, ça veut dire le gouvernement provisoire de Kabylie. Donc le MAC était là pour défendre le projet de l'autonomie en Algérie. Le GPK avait une seule mission qui est d'internationaliser le combat. L'article 1er de la Constitution algérienne dit « L'Algérie est une république démocratique et populaire, elle est une et indivisible ». Moi, j'ai envie de me poser et de vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'être Algérien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que les unit? Ça me rappelle... Je peux retourner... C'est quoi être Kabyle? C'est quoi exactement la Kabylie? Oui. Est-ce qu'on peut avoir déjà les limites de la Kabylie? Moi, j'arrive pas trop C'est pas une question de limites. C'est quand même un territoire. Vous posez la question... Le projet de l'autonomie, de l'autodétermination, dans l'innovation, de la réflexion politique. En termes... Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question de la décentralisation en Algérie. Et cette question, moi je la vois de cette manière. Après, la décentralisation ne veut pas dire indépendance. À ce moment-là, la question de la décentralisation ne se pose même pas. Moi, sincèrement, je veux bien débattre. Je suis ouvert à tous les débats. Mais c'est-à-dire à un moment, je me dis, mais ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Vous parlez tu parles, bien sûr on s'est toujours tutoyé, du mouvement des enfants du Sud. Un épiphénomène. Qui m'a dit, certains ont rejoint des groupes terroristes et étaient eux-mêmes membres de groupes terroristes. Maintenant on parle du MAC, on parle du GPK. C'est quoi la Kabylie? Comme me disent exactement c'est quoi la Kabylie. Déjà, Hadja wahd ukhra. Hadja wahd ukhra. J'arrive pas à comprendre qui te dit que Farhat Mahni a déposé le mémorandum. Il a été accepté. Il a été reçu, oui. Non, mais est-ce qu'il a été accepté, le mémorandum? Oui.
Parce que c'est une procédure normale. C'est-à-dire, quand l'ONU accepte... Qui va obliger l'Algérie à organiser ce référendum? Mais ça ne veut pas dire quand tu es reçu par les Nations Unies. On a un problème. Vous avez un problème avec le pouvoir. D'abord, attends. Oui, vous avez mais non, ça, c'est autre chose. On a un problème avec le pouvoir. On ne personnalise pas. On aura l'occasion de répondre après. Juste pour comprendre. On a un problème avec le pouvoir. Est-ce que vous avez un problème avec le peuple algérien? Mais vous avez... Moi, je suis qui? Mais là, trop. Je suis qui? Non, on ne personnalise pas. Tu dis... Moi, je suis désolé. Ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure... C'est un représentant du MAC. Il faut juste pour que nos amis auditeurs comprennent qu'on était. Quand on a évoqué le pouvoir algérien, est-ce qu'il y a des Kabyles qui sont au pouvoir? Quand on a le débat, mais après il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Quand on a accepté, parce que moi je suis pas membre du ZPK. C'est pas ce que j'ai compris. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, j'étais cadre du MAC, donc je suis mieux placé ici pour expliquer certaines choses. On laisse Yassine parler. Après on revient. Alors, nous, c'était notre devoir pour nos amis auditeurs de ne pas fuir la question. C'est-à-dire que si on a posé la question de l'autodétermination, c'est à l'actualité internationale ailleurs dans le monde, on se devait de poser la question si ça ne va pas nous arriver aussi en Algérie. Et on la pose d'autant plus légitimement qu'il y a ce mouvement, notamment le MAC qui la pose. Et bon, on a ce dernier développement de ce dossier qui a été déposé. Maintenant, si on doit évaluer, si on doit faire une projection sur comment tout ça peut évoluer en Algérie, il y a des velléités de ce type un peu partout dans le monde. Hein. Il y a des nations où il y a des peuples qui veulent des peuples ou des régions qui veulent se séparer. Moi, je reste, en ce qui concerne l'Algérie, je pense que l'Algérie est peut-être un des pays qui est le plus à l'abri de ce type d'évolution à cause de la puissance de son récit national. L'Algérie a un récit national qui a peu d'équivalent dans le monde. On a subi la guerre civile dans les années 90. Il n'y a pas beaucoup de pays qui seraient sortis complètement indemnes. On n'est pas sortis indemnes, mais la façon dont la résilience s'est faite, elle nous a surpris nous-mêmes. Bon, je peux me tromper encore dans les années qui viennent, il peut y avoir des retours de flammes, etc. Mais il y a une puissance du récit national qui est liée à l'histoire coloniale, et notamment à la façon dont nous sommes tous libérés de ce colonialisme, qui fait que je pense que il y a une marge très grande avant qu'on soit confronté de manière lancinante à cette question d'une partie de l'Algérie qui veut se séparer de... Donc c'est pour un peu répondre à qu'est-ce qui nous unit. Ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare, c'est incommensurable. C'est ce récit national. Après, qu'est-ce que l'État-nation algérien a apporté à ses citoyens? C'est un débat. La Kabylie a été plus avancée sur les revendications démocratiques. J'en ai fait partie, j'étais un détenu du printemps berbère. Je considère qu'on a réalisé une partie de ces revendications. On a réalisé. Donc la Kabylie, en se mobilisant, elle n'était pas seule, mais elle était en fer de lance de ce mouvement. On a fait avancer les choses. Avant octobre 88, on a semé les germes qui ont fait qu'il était plus facile de passer à l'autonomie, au pluralisme, à la liberté de la presse, parce que le mot d'ordre de liberté démocratique a été semé déjà durant le printemps berbère. La question culturelle et linguistique, il y avait une oppression, c'est évident, une vraie oppression. Il y a de grands progrès de ce point de vue-là. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que les progrès démocratiques vont aller à la bonne allure suffisamment vite pour endiguer la montée de la revendication séparatiste? C'est ça la question. Si on peut obtenir dans le cadre de l'État-nation algérien les droits démocratiques d'un État avancé, d'un État démocratique avancé, je pense qu'on réduit le risque de la volonté de séparation. Que ce soit pour la Kabylie, que ce soit pour d'autres régions, il n'y a pas que les Kabyles qui sont consommateurs de droits. Les autres Algériens, eux, veulent aussi avoir des droits démocratiques. Absolument. Donc voilà, c'est la question qui se pose. Moi, de ce point de vue-là, je veux rester optimiste. Je pense qu'il existe en Kabylie. Le grand problème de la Kabylie aujourd'hui, c'est plus la dépolitisation que la montée du MAC. Et c'est le vrai pour toutes. C'est parce qu'il y a eu une dépolitisation des partis traditionnels qui sont le RCD, le FFS. Rada Hamrouche, est-ce qu'il peut y avoir une montée du MAC après ce qui s'est passé notamment avec le référendum? Rada. Oui, Rada, elle a trop parlé de la Catalogne, Rada. Non, mais moi j'estime, sur ce sujet, par rapport à la Catalogne et le Kurdistan, pour moi c'est un hors-sujet, voilà. Et je m'en tiens à l'article 1 de la Constitution algérienne. Que j'ai énuméré tout à l'heure. Tout en étant d'accord avec le Radé. Est-ce que je peux revenir sur un point? Et pourquoi, d'abord, vous avez évoqué le RCD, le FFS, il y a quelques secondes. Pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Hassan, j'ai dit que s'il y a une présence
considérable du MAC donc, en Kabylie, c'est parce qu'il y a eu affaiblissement des partis traditionnels qui sont le FFS et le LCD. Si les deux partis étaient forts dans la région, il n'y aurait pas eu un MAC comme on l'a aujourd'hui. La question du MAC ne sera vraisemblablement pas au menu du Conseil des ministres qui a eu lieu aujourd'hui, donc sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika. D'abord, le Conseil des ministres qui se tient actuellement, je pense. Il s'est terminé. Comment expliquez-vous le fait que le président puisse enchaîner 2 conseils de ministres aussi rapidement? C'est du jamais vu depuis très longtemps. Est-ce que c'est un message que le président veut adresser aux Algériens, d'après vous? C'est une obligation, déjà à cause de la loi de finances. Ouais. C'est la loi de finances qui je pense qu'il y a eu, au moment du passage de Tebboune à la tête du gouvernement, modification de la loi de finances, parce que ça arrivait au moment du processus. C'est quand même un processus assez long. Une loi de finances qui commence en début d'année, l'élaboration donc, de toutes les dispositions, ça passe par plusieurs départements, ça va ensuite au ministère des Finances. Et le passage de Tebboune, je pense qu'il y a eu certains changements, donc impossibilité de programmer la loi de finances lors du de l'avant-dernier, maintenant, Conseil des ministres. Donc ils ont préféré attendre un peu pour après programmer donc, cette loi de finances pour aujourd'hui. C'est un peu, je pense, la lecture que je fais de... Je crois qu'on est dans le timing de la loi de finances SN qui doit être signée la fin de l'année, donc c'est à peu près... Oui, mais elle doit aller devant l'Assemblée nationale maintenant, il y a aussi un délai. Légalement, on est arrivé, donc voilà. On a dépassé le délai. C'est le 30. On a dépassé le 30. Oui, on a dépassé le délai de dépôt de la loi de finances auprès de la PN. Donc ça fait la 4e année consécutive. Et est-ce que ce sera la loi de finances de la rigueur, loi de finances 2018, puisqu'on sait qu'il y a une velléité à imposer notamment un impôt sur la fortune en Algérie? Que pensez-vous de cette volonté du gouvernement d'Ahmed Yahya? Au moment où en France, on allège aujourd'hui l'impôt sur la fortune, en Algérie, on veut le créer. Est-ce que pour vous, c'est une bonne mesure de créer en Algérie un impôt pour les riches? Oui, je pense que c'est tardif. On a assez tardé pour l'imposer. Franchement, c'est mon point de vue. Il y a eu une tentative au début des années 90, à un certain moment, de recenser et ensuite essayer d'appliquer cet impôt. Mais après, je pense que le plus difficile, ça va être de recenser et de dire qui est riche. À partir de combien? Est-ce que le fait d'avoir une voiture qui coûte 10 millions de dinars, on est considéré comme riche? Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'on peut faire un cas de jurisprudence. Bon, évidemment, moi, je suis pour l'ISF. Je pense que l'impôt sur la fortune s'imposait depuis très longtemps. Parce qu'il y a... Notamment en Algérie, il y a une partie on n'arrive pas à imposer une partie de la richesse qui est créée dans l'informel, et on peut la capter en aval, dans les signes extérieurs de richesse. Maintenant, là où je disais jurisprudence, c'est tirer un peu profit de ce qui s'est passé ailleurs. Comment asseoir cet impôt? Est-ce qu'il faut, sur quel signe extérieur l'adosser? Et ce que vient de faire le gouvernement Macron, en enlevant une partie de ce qui étaient des signes, ce qui sont toujours des signes ostentatoires de richesse, les bateaux et les voitures de luxe, et maintenir l'immobilier, je pense que c'est un dépoussiérage. En France, le débat ne m'intéresse pas beaucoup. Mais en Algérie, on peut, compte tenu de la complexité un petit peu de cet impôt, on peut reprendre cette leçon et faire cela. Ne retenir que le bâti, ce qui est un très bon indicateur de richesse, et imposer, et ça pourrait aussi aider à remettre de la dynamique dans le marché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires, qui ne payent rien. La fiscalité locale en profiterait beaucoup, parce que la fiscalité locale, c'est celle qui est la première, est supposée être intéressée par l'impôt foncier. Faire en sorte que les gens qui spéculent, qui ont un terrain, qui ne le construisent pas, qui ont une bâtisse, qui le laissent fermer, etc., soient obligés, à cause de cet impôt-là, de remettre sur le marché de mettre sur le marché des biens, etc. C'est une bonne mesure. J'espère qu'elle ne sera pas dévoyée dans son application. Mais évidemment, je suis pour. Donc ça peut, selon vous, renflouer les caisses? Non. Ça, par contre, non. Symboliquement. C'est un geste. C'est un geste pour dire qu'on va prendre des mesures qui vont appauvrir les Algériens, et on va aussi traquer les riches. C'est plus symbolique. En termes de revenus, ça mettra beaucoup de temps avant de devenir... de risque, et c'est construit sur une base légale dans ce pays. Donc j'ai l'impression que Bouyahia veut dire à ces gens-là, vous pouvez continuer à payer ce pays tant que vous pensez de temps à autre à l'État, en nous donnant un peu quelques miettes. Sinon, qu'est-ce que va changer
Juste, si cette mesure est retenue, il faut s'attendre à de grandes opérations de lobbying à l'APN. Et même au Sénat, parce que je crois que même les sénateurs maintenant peuvent modifier des lois. Donc ça va être intéressant à suivre. Vous pensez que la majorité présidentielle à l'Assemblée peut amender cet impôt sur la fortune et cette loi ? Bien sûr, c'est une loi qui peut être amendée. La loi de finances est appelée à être amendée. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rada Hamrouch, directrice de la publication du Huffington Post Algérie. Merci Hassan Qadi, Meziane Abben de Watan et Tarek Hafid. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain pour le CPP. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.